Avec la gastronomie, c'est l'autre grand atout touristique de notre région, son patrimoine. Il est l'un des plus riches de France. En Nouvelle-Aquitaine, 6000 édifices sont notamment protégés au titre des monuments historiques. C'est le cas de cette cité de Brouage en Charente-Maritime où nous sommes aujourd'hui. Mais si ce patrimoine est une richesse, sa sauvegarde est en revanche un gouffre financier, à tel point que l'État met en place un loto du patrimoine pour récolter des fonds. Alors, peut-on sauver et financer ce cher patrimoine? Réponse dans cette enquête de région. Nous sommes à Rochefort, au bord de la Charente et de ses joyaux architecturaux. On y trouve notamment la corderie royale qui, durant 3 siècles, a fourni en cordage la marine au cœur de l'arsenal maritime. Arsenal maritime qui est aujourd'hui le port d'attache de l'Hermione, célèbre réplique de la frégate du marquis de Lafayette. Et puis il y a ce pont transbordeur, dernier spécimen du genre en France, un monument historique en rénovation, vous le voyez, car il était en danger. Il n'est pas le seul. Un quart des monuments protégés en France sont en mauvais état, voire en péril, explique le ministère de la Culture. La facture s'annonce très lourde. Reste à savoir jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour restaurer ce patrimoine qui incarne aussi notre histoire. À Rochefort, on veut sauver la maison de Pierre Loti, mais il faut faire vite. C'était une maison en dehors des quelques fêtes organisées qui était destinée à une famille. Elle a été visitée par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes depuis son ouverture au public en 1973 jusqu'à sa fermeture en 2012. Donc c'est une maison qui a souffert. Des dysfonctionnements internes ont écorné l'image de la Fondation du patrimoine en Limousin. Aujourd'hui, l'institution veut se reconstruire. Lorsqu'il y a une souscription, l'argent qui vient sur cette souscription est parfaitement déterminé. Donc nous le gérons. Restaurer des ruines, faire revivre les vieilles pierres. Focus sur les sauveurs de châteaux en Dordogne. Avant de découvrir le chantier du pont transbordeur, nous allons dans le centre-ville de Rochefort, au chevet de la maison de Pierre Loti. Cette maison, vous allez le voir, raconte la vie excentrique de cette personnalité rochefortaise du 19e siècle. Un monument historique en péril. Sa rénovation coûte trop cher pour la ville. Son salut viendra du premier loto du patrimoine. Une idée de Stéphane Bern, chargé de mission par le gouvernement pour sauver nos sites menacés. Une aubaine pour perpétuer à Rochefort le précieux héritage de Pierre Loti. Sur les bords de la Charente, Rochefort dévoile son patrimoine unique. Une histoire marquée par un homme. Derrière lui, Pierre Loti a laissé un héritage que beaucoup essayent de sauvegarder. Christelle Plessis est installée dans la ville depuis 12 ans. Photographe, elle dévoile la mémoire des lieux. Un travail qu'il a mené dans la maison de l'écrivain voyageur. C'est souvent presque des portraits kaléidoscopiques que je vais faire des gens qui ont habité dans ces lieux, à travers des petits détails, des choses qui ont été laissées dans la maison, l'usure des lieux, la manière dont ont été décorés les lieux, les différentes couches de tapisserie. Et pour moi, ça raconte plein de choses, en fait. Sur une commande du musée d'art et d'histoire, Christelle Plessis a eu un privilège. Celui de pénétrer dans la maison de l'académicien. Un lieu fermé au public en 2012. Pendant 4 jours, l'artiste s'est retrouvé en tête-à-tête avec Pierre Loti. La première chose que j'ai faite, finalement, en rentrant dans la maison, c'est que j'ai pas commencé à photographier. C'est que je me suis très souvent arrêtée au milieu des pièces et j'ai écouté ce qui se passait, j'ai regardé ce qui m'attirait plus ou moins l'œil. J'ai cherché à comprendre comment la lumière rentrait dans les lieux. Et j'avais l'impression d'avoir une vraie conversation avec le Pierre Loti intime, le Pierre Loti que lui-même ne voulait pas forcément dévoiler. Dans les rues de Rochefort, le marin a laissé de multiples empreintes. Des traces qui font le bonheur des visiteurs que Maryse Villa-Cornella guide parfois dans la ville. Alors voici donc le collège
où Pierre Loti entra à l'âge de 12 ans. Passage obligé dans l'ancien collège de Pierre Loti, la salle des professeurs, où les écrits du Rochefortais peuvent prendre une toute autre saveur. Moi, j'en profite pour leur lire plusieurs extraits du roman autobiographique de Pierre Loti, roman d'un enfant où il conte, bon, il est dans un état d'usage, voilà, où il raconte son entrée au collège. Ça commence, ce chapitre commence de la façon suivante: à partir de cette date fatale, mon histoire se gâte beaucoup. Depuis longtemps, l'auteur fait donc partie du patrimoine de Rochefort. Au musée de la ville, une exposition permanente lui est consacrée. C'est là que des centaines d'objets personnels permettent de découvrir un peu de sa personnalité. Alors derrière ces rideaux, en fait, on a des photos originales. C'est pour ça justement qu'on a mis ces rideaux afin qu'elles ne soient pas victimes de la lumière. Où on a 3 photos de Loti en tenue de soirée. Et c'est pour évoquer, si vous voulez, une des caractéristiques de ce personnage qui, venant de la petite bourgeoisie de province, devenu un écrivain extrêmement célèbre, eh bien, a pu fréquenter des personnages aussi flamboyants que l'actrice Sarah Bernard, qui est devenue sa très très grande amie. Merci bien. Clou de la visite, une expérience immersive en 3 dimensions. Cette pièce est intimement associée à l'enfance, à l'adolescence de Julien. C'est en effet dans ce salon que Muni de lunettes, le public peut voyager dans l'espace et le temps. À une époque pas si lointaine, où la maison de l'artiste révélait encore tout son faste. Au cœur de la ville, dans 2 maisons traditionnelles du 19e siècle, Pierre Loti créa une incroyable demeure. Un lieu que Claude Stéphanie connaît dans ses moindres recoins. C'est lui qui, depuis plusieurs années, est au chevet de cette vieille dame malade. C'est un décor de théâtre, on l'oublie souvent, et à ce titre, certaines parties n'étaient pas destinées à durer. Et donc, c'était des architectures fragiles, on va dire. Et puis, c'était une maison en dehors des quelques fêtes organisées qui était destinée à une famille. Elle a été visitée par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes depuis son ouverture au public en 1973 jusqu'à sa fermeture en 2012. Donc c'est une maison qui a souffert. C'est vraiment une maison monde en quelque sorte, enfin, à la fois une maison historiciste et une maison qui raconte les voyages qu'a pu faire Loti au long de son existence de marin. Avec seulement 24 000 habitants, Rochefort possède un patrimoine architectural et historique très riche. Une des plus belles illustrations accueille des spectacles toute l'année. Le théâtre de la Coupe d'Or a fait l'objet d'une importante campagne de restauration entre 2007 et 2012. Au total, 9 millions d'euros de travaux. Et pourtant, tout n'a pas été fait. Dans les hauteurs, sommeille un lieu étonnant. Alors ici, on se trouve dans l'ancienne salle de bal du théâtre de la Coupe d'Or, qui est un endroit dans le théâtre qui a été entièrement restauré, qui reste encore à restaurer. Vous voyez, c'est dans son jus. C'est une petite ville Rochefort avec un tissu économique qui n'est pas forcément très dense, donc qui a peu de moyens d'investissement. Et avec un patrimoine historique très important, que ce soit au niveau de l'arsenal, des bâtiments comme la Corderie Royale, ou d'autres bâtiments au cœur même de la cité. Ici, on se trouve dans le théâtre qui a été restauré il y a peu de temps. L'autre musée géré par la ville, le musée Èbre, a été restauré également il y a très peu de temps. Donc pour Rochefort, porter seul un projet tel que celui de la maison de Pierre Loti est assez compliqué. Pour sauver les chefs-d'œuvre en péril, la Fondation du patrimoine est financée par les successions en déshérence. Elle s'est aussi spécialisée dans les appels aux dons. À Rochefort, une campagne de souscription a justement été lancée pour sauver un peu du patrimoine de Pierre Loti. Actuellement, on en est à 30 000 € à peu près, et il y a une centaine de dons. Et ça me paraît un beau succès. Et ça a mis vraiment près de 6 mois avant de partir.
Laurent Chauveau est chef d'entreprise. Il fait partie de ceux qui financeront la restauration de la collection d'armes de l'artiste. Moi, je suis arrivé ici il y a 20 ans. À Rochefort, je suis nantais d'origine, j'y ai monté mon entreprise et on m'a accompagné. Donc c'était une façon pour moi de rendre un petit peu l'appareil. Et puis la deuxième raison, c'est que en tant que passionné d'histoire, c'est quand même toujours terrible de voir un musée tel que le musée Pierre Loti qui disparaisse comme ça. Bon, vous allez bien? Oui, ça va. Moi, ce que j'attends de voir, c'est le canapé du Salon Bleu. Parce que ça, ce jour-là, dans les réserves du musée, ouais, je veux bien que vous l'ouvriez. Claude Stéphanie est là pour réceptionner une livraison un peu particulière. Non, absolument pas. Voilà. Mais au niveau de la dorure, c'était vraiment un nettoyage et puis une reprise partielle des lacunes. Donc une vingtaine d'objets de Pierre Loti partis en restauration pendant 1 an. Une opération qui se répète depuis plusieurs années. Le fait que les objets aient appartenu à Loti, ça leur donne une valeur ajoutée énorme. Et ce qui fait que même si c'est une pièce qui, d'un point de vue, si vous voulez, financier, n'a pas une grosse valeur, elle a quand même une valeur historique et à ce titre-là, elle doit être restaurée. Et ce qui fait qu'évidemment, tout doit être restauré. Donc c'est un chantier énorme. Oui. Nous, on va enlever les petites tables parce que les gros coffres vont venir directement là. Dans ces réserves, sommeillent les objets ayant appartenu à l'académicien. Des photographies d'époque, mais aussi les surprenants costumes de l'écrivain. Oh, c'est Mimi. Voilà, ça c'est son costume de cirque. Son petit juste au corps, mais c'est un body. Oui. Avec le pantalon. Au total, près de 5000 pièces sont stockées. Un fonds unique sur lequel veille Anne-Elisabeth Rouault, avec d'infinies précautions. Pourquoi des gants? Pour éviter que les substances qui sont sécrétées par les mains, la transpiration, même si c'est de très faible quantité, interagissent avec le métal et puissent créer des points de départ de corrosion. Pour conserver tous ces objets, plusieurs méthodes sont utilisées, avec toujours un impératif, respecter leur histoire. Conservation préventive, on met l'objet à l'abri des dégradations possibles. Conservation curative, on agit sur les dégradations évolutives pour les stopper. Et le niveau restauration, on agit sur l'esthétique de l'objet, son aspect visuel. À Rochefort, le temps est parfois compté. Car dans la maison de Pierre Loti, une situation d'urgence inquiète. Bon, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Dans la mosquée, le plafond ramené de Damas menace de s'effondrer. Attaqué par le temps et les insectes, ses polychromies sont fortement dégradées. Et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, ce type de désordre, on le retrouve partout. Et qu'à un moment donné, enfin, ça donne en tout cas ça donne une idée de l'ampleur du chantier, ça c'est clair. Il n'existe que très peu d'exemplaires au monde d'une telle œuvre d'art. Pour la sauver, une importante étude a été menée. 500 000 € seront nécessaires dans un premier temps. Il préconise de débarrasser le côté toiture de tous les gravats qui l'encombrent. Il faudra procéder à une désinsectisation. On a une structure qui est presque spongieuse, tellement elle est percée de galeries de larves. Donc il faut consolider le support. Et puis, à partir de là, on va traiter également le côté couche picturale en procédant à des refixages. Pour trouver un tel financement, Rochefort peut s'appuyer sur un homme. On vous surnomme donc désormais Monsieur Patrimoine. Stéphane Bern a eu l'idée d'un loto pour sauver le patrimoine français. Ce patrimoine appartient à tout le monde. Patrimoine, c'est un bien commun, collectif. On en est tous les dépositaires et les défenseurs. Vous avez du patrimoine, des jardins. Vous avez la maison de Pauline Viardot. On a entendu le reportage. Tout à l'heure, c'est une maison d'illustres. Pierre Loti à Rochefort. Plus de 200 monuments pourraient en profiter. La maison de Loti et le plafond de sa mosquée en seraient l'une des grandes bénéficiaires. Dans l'ancienne école de médecine navale, ici aussi,
on tente de préserver l'héritage de l'auteur. Une fois par mois, depuis 2012, Françoise Ebras organise des causeries autour de Pierre Loti. Est-ce que quelqu'un veut le lire tout seul ou bien deux? On va le partager peut-être. Nous entendons tout à coup un petit miaou d'appel. C'est le chat, c'est-à-dire le chat siamois. Là, pour l'instant, ils le font vivre, mais ils font connaissance avec lui. Donc, dans 10 ans, quand la maison va réouvrir, mais j'espère que là, plusieurs d'entre eux vont prendre ma place pour pouvoir refaire à nouveau de ces causeries et pouvoir transmettre, eux, à d'autres enfants plus jeunes ou à des adultes. Mais au moins que ce flambeau soit transmis, qu'on parle de Loti le plus longtemps possible. Des rencontres pour petits et grands, moments d'échange et de lecture. Certains viennent ici depuis plusieurs années. Ça permet d'avoir une culture différente par rapport aux gens de ma classe. Et donc, par exemple, dans mes rédactions, je peux écrire des passages de Pierre Loti et donc avoir une culture plus variée et avoir des meilleures notes. Parfois, on fait aussi des sorties sur les endroits où il est passé et il a laissé des traces. Quand vous aurez 90 ans, vous lirez encore des romans de Pierre Loti ? Oh oui, sûrement. Je le souhaite. Sauver entièrement la maison de Pierre Loti coûtera au moins 10 millions d'euros. Pour y parvenir, la ville pourrait signer un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Dans quelques années, les visiteurs découvriront peut-être à nouveau un peu de l'univers de l'écrivain voyageur. De retour en bord de Charente pour cette enquête de région consacrée à la sauvegarde du patrimoine. Une sauvegarde, mais à quel prix? Nouvel exemple avec ce géant de fer, unique en France. Ce pont transbordeur de la fin du 19e siècle relie les deux rives du fleuve. Un monument historique victime du temps qui passe. Sa rénovation, vous le voyez, est en cours. Un chantier colossal que vous supervisez, Christian Croisier. Merci de nous accueillir sur votre chantier. Qu'est-ce qui est difficile sur ce site à restaurer? Ce qui est très compliqué, c'est de remplacer un tablier qui est perché à 50 mètres de haut. C'est une des contraintes très fortes du chantier. L'autre chose qui est très compliquée, c'est d'avoir à traiter ces pylônes qui font 70 mètres de haut, qui sont à désamianter et qui donc nécessitent, comme vous pouvez le voir, des échafaudages assez élevés et puis des techniques à mettre en œuvre assez strictes. Quelles conséquences a le fait que ce soit un monument historique à restaurer? Ce sont des contraintes supplémentaires? Alors oui, ce sont des contraintes supplémentaires. Il y a un parti pris architectural sur cet ouvrage qui est de restaurer l'ouvrage tel qu'il était à l'origine et notamment d'utiliser des techniques qui étaient utilisées en fin du 19e siècle comme du rivetage à chaud. Un peu comme pour le montage à la Tour Eiffel. Exactement. Alors le chantier durera 3 ans. Quelles sont les étapes clés? On peut en identifier plusieurs. Il y en a une qui était symbolique. L'an dernier, c'était le démontage du tablier, bien évidemment. Là, on peut dire qu'on est dans une étape un peu clé aujourd'hui, à savoir le traitement des pylônes par le désamiantage, la mise en peinture. Et puis la grande étape suivante clé, ça sera la repose du tablier avec ses câbles neufs, qui aura lieu, si tout va bien, à l'automne prochain. La facture du chantier est estimée à plus de 22 millions d'euros financés par le ministère de la Culture, propriétaire de l'édifice. Alors pourquoi et comment sont décidées ces restaurations de monuments historiques? On en parle avec vous, Antoine-Marie Préau. Vous êtes chef de département à l'OPIC, un établissement public chargé d'opérations, notamment immobilières dans le domaine de la culture. D'abord, dites-nous en quoi cet édifice mérite-t-il d'être classé monument historique? Alors ce monument, puisque c'est le cas depuis 1976, a été protégé parce que c'est le dernier des ponts transbordeurs ayant
résister en France et qu'il figure parmi les 8 derniers exemples au monde. Donc à ce titre-là, se lance le chantier de restauration qu'on voit derrière nous. Ce pont transborder, c'est l'un des quelques 2000 sites monuments, édifices classés monuments historiques en Poitou-Charentes. Qu'est-ce qui détermine le choix de restaurer celui-ci plutôt qu'un autre? Alors je crois que dans le cadre de cette opération de restauration du pont de Rochefort, c'est d'abord un sujet de sécurité, de mise en sécurité qui a présidé au choix de lancer le chantier et d'investir cette somme assez importante pour un chantier conduit en région. Si le financement est mis sur la table dès 2014 pour amorcer ce chantier, c'est bien dans un souci de préservation évidemment de ce monument qui est un unicum en la matière, mais également pour résoudre un problème de sécurité. Concrètement, qui décide à un moment ou à un autre? Il dit bon, ce sera ce bâtiment. Alors ça se décide au sein du ministère de la Culture, mais en fonction des priorités qui remontent au sein des services déconcentrés, en l'occurrence les directions régionales des affaires culturelles, qui établissent des programmations budgétaires en fonction de l'état de dégradation des monuments, en fonction de leur intérêt, de leur importance. Alors on le disait, plus de 22 millions d'euros de chantier, on pourrait se dire c'est quand même beaucoup pour un pont en fer. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce que ça vaut le coup de restaurer un patrimoine? Alors c'est beaucoup, mais c'est finalement peu au regard de la singularité de cet ouvrage en France. Je crois qu'il mérite d'être préservé. Alors, à n'importe quel coût, je ne sais pas, mais en l'occurrence, son maintien en fonctionnement, son maintien en sécurité valait cette somme et le ministère de la Culture a fait le choix de répondre à ce besoin, à cette exigence de travaux pour pérenniser ce bâtiment qui a maintenant 118 ans et qui a vocation à être passé aux générations futures. Bon, merci Antoine-Marie Préaux pour ces explications. Alors l'État n'est pas toujours propriétaire des monuments historiques. Des particuliers, des communes le sont aussi et c'est parfois une vraie épine dans le pied côté budget. On va en parler durant ces prochaines minutes. D'abord cette enquête sur la Fondation du patrimoine en Limousin. Les dérives financières présumées de son ancien responsable ont jeté le trouble sur son fonctionnement. Cette fondation en France finance des travaux de restauration du patrimoine, mais quel rôle joue-t-elle précisément? Comment sont utilisés les millions d'euros des donateurs? Regardez. En Haute-Vienne, à Saint-Martin-le-Vieux, au cœur de l'église, 3 objets attendent patiemment d'être restaurés. Un retable du 19e siècle représentant Saint Léonard de Noblat, une statue reliquaire de Saint-Martin datant du 18e siècle et enfin ce Christ en étain polychrome. Quand on est venu me dire il y a des objets d'art qui ont une valeur inestimable et qu'il faudrait restaurer, je me suis dit bon bien c'est pas le budget de la commune de Saint-Martin qui va le supporter et ces objets eh bien pour les restaurer le conseil municipal de Saint-Martin a dit pourquoi pas lancer une souscription et un appel au mécénat. Les restaurations sont estimées à 15 000 €. Une somme en grande partie à la charge de la commune, du département et de l'État. Mais pour le reste, c'est à la générosité de la population que la municipalité fait donc appel avec le concours de l'incontournable Fondation du patrimoine. C'est une aide supplémentaire à d'autres mécanismes, effectivement. Je pense que quand le législateur a créé la Fondation du patrimoine, il lui a assigné ce rôle d'acteur complémentaire à tout le reste. Et aujourd'hui, il est vrai que par le biais de la souscription publique, avec les avantages que peuvent retirer les gens en faisant un don, c'est le seul acteur habilité dans ce secteur-là. Créée en 1996, la Fondation du patrimoine est un organisme privé, indépendant, à but non lucratif et reconnu d'utilité publique. Récemment installée dans cet immeuble du centre de Limoges, la Fondation essaye de balayer l'image négative laissée par son ancien délégué régional, Jean-Claude Boisdevézy, toujours empêtré dans des affaires de détournement d'argent. Aujourd'hui, l'organisme poursuit sa mission avec à sa tête un nouveau délégué régional, Alain Soularue. Lorsqu'il y a une souscription, l'argent qui vient sur cette souscription est parfaitement déterminé. Donc nous le gérons. Par ailleurs, la Fondation dispose de fonds propres. Ces fonds propres proviennent soit de mécènes privés, grandes entreprises, pour la plupart, soit des fonds qui nous sont donnés par l'État et qui proviennent de ce qu'on appelle les héritages en déshérence. Fait marquant, symbolique et médiatique dans l'histoire de la Fondation, la restauration de l'église du village reconstruit d'Oradour-sur-Glane.
On avait des problèmes liés à la couverture, donc avec effectivement des écoulements sur les façades. On avait une réfection importante des vitraux qui étaient en mauvais état. Et puis ensuite, donc on a eu cette idée avec la Fondation du patrimoine de lancer une souscription publique. Et c'est la première fois qu'ils ont lancé une souscription publique internationale. Donc là, si vous voulez, à l'intérieur de l'église, les gros travaux qui ont eu lieu ont été effectivement donc, la réfection des plafonds, puisqu'il y avait des fissures très très importantes, la réfection des vitraux, donc ça a été un très très gros travail, le mobilier et la réfection intérieure, le nettoyage de tout l'intérieur de l'église. C'est le symbole d'Oradour, de la Renaissance. C'est un des symboles de la Renaissance, mais c'est vrai que l'église, c'est quand même, voilà, c'est très particulier dans la commune, vous le savez. Et donc, que cette église ait pu être restaurée avec cet élan de solidarité, voilà, ça a été quelque chose de très fort. Depuis 2015, près de 600 000 € de dons ont été récoltés, soit la moitié du budget du chantier. L'appel au mécénat populaire ayant dépassé les frontières. Alors les dons, ils ont été très multiples. Hein. Ils sont à la fois venus de particuliers, ils sont venus de collectivités. Il y a eu un don très important de la part de l'État allemand, 390 000 €. La très très grosse majorité des fonds a transité par la Fondation du patrimoine. Nous, on en a reçu quelques-uns en direct, je dirais directement à la mairie. Mais donc ça représente alors exactement le nombre de donateurs, on en a plus de 200, entre 200 et 300. Hein. Voilà, au niveau de la somme totale? La somme totale, on avoisine pratiquement les 600 000 €. Voilà, entre 580 et 600 000 €. Et quel va être l'abondement? L'abondement donc qui est prévu est de 40 000 €, abondement de la Fondation. L'abondement consiste pour la Fondation du patrimoine à remettre sur le produit des souscriptions une certaine somme d'argent, qui a un caractère pour le bénéficiaire, qui a un caractère de subvention. Il y a quelques années, il était de 1 pour 1. En gros, pour 1 € versé, il y avait 1 € de redonné. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et quel est le montant de l'abonnement? Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment de règles, ça reste à la discrétion de la Fondation du patrimoine. Mais tout dépend de l'intérêt du projet, tout dépend des efforts qui ont été faits, de la taille de la commune. C'est au mérite? Un peu. Un peu. Dans l'ombre de l'église d'Oradour-sur-Glane, la petite église du XIIe siècle de Saint-Thierry-sous-Aix tente, elle aussi, de retrouver son cachet. Donc vous voyez qu'il y a des infiltrations d'eau un petit peu partout au sol, par des remontées par capillarité de l'eau. Également des fissures au niveau des voûtes. Et dans la nef, là-bas, le vitrail de Chivot qui subit des infiltrations. Il y a la toiture aussi, les cloches, il y a beaucoup de choses à l'entreprise. Ah ben, il y a les... Bon, alors, je parle de travaux urgents. Il y a la consolidation d'abord de l'église et la toiture qui était entièrement à refaire et les cloches qui menaçaient de tomber. En 2 ans et demi, l'appel aux dons a permis de récolter près de 40 000 € sur les 150 000 € de coûts de travaux. Pour le maire, la plus grande difficulté est de finaliser son budget sans connaître pour l'instant la somme que va lui reverser la Fondation via le fameux abondement. Nous avons signé une convention avec la Fondation du patrimoine en octobre 2015. Et je sais que la Fondation du patrimoine, en local, a connu quelques turbulences. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter la Fondation du patrimoine pour leur demander à combien pourrait s'élever l'abondement. Et je n'ai à ce jour pas eu de réponse, ce qui fait que, comme on me demande à la fois un plan de financement descriptif de l'opération et que je ne sais pas à combien va s'élever l'abondement de la Fondation du patrimoine, eh bien pour le moment, je suis incapable de répondre à cette question. On a lancé une première tranche. Et j'ai bloqué la deuxième tranche parce que je ne connais pas quels sont les fonds dont je peux disposer. Comme pour toute souscription via la Fondation, les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction fiscale à hauteur de 66% de la somme versée. Une carotte fiscale non négligeable qui facilite la générosité.
La Fondation du patrimoine est habilitée par le ministère des Finances à délivrer les attestations correspondantes qui permettent ces fameuses déductions, que ce soit pour le privé ou pour le public. Si on veut qu'il y ait des dons qui soient assujettis à déduction fiscale, il faut passer par la Fondation du patrimoine. Nous sommes un facilitateur. Donc, en tant que facilitateur, je pense que les gens ont plutôt intérêt à passer par nous. Face à ce monopole des délivrances de déductions fiscales et suite à l'incertitude d'abondement, le maire de Saint-Thierry-sous-Aix en appelle à l'Assemblée nationale pour légiférer. Alors, je me suis permis quand même, lors de ma rencontre la semaine dernière avec le député de la circonscription, M. Djebari Bonnet, de lui suggérer que les collectivités territoriales, et notamment les communes, puissent faire elles-mêmes des appels à la souscription et que les donateurs puissent bénéficier des mêmes avantages que la Fondation du patrimoine. Et il a trouvé cette idée intéressante et il m'a dit, alors je ne sais pas s'il le fera, mais probablement que oui, qu'il poserait cette question au gouvernement. À l'image des objets religieux de la petite commune de Saint-Martin-le-Vieux, la Fondation du patrimoine en Limousin a soutenu 1263 projets publics et privés ces 20 dernières années. 130 millions d'euros ont été engagés, dont 27 millions d'aides globales de la Fondation. Signe fort de l'attachement à leur patrimoine, 30 000 donateurs ont participé aux différentes restaurations, faisant du Limousin un des territoires les plus généreux de l'Hexagone. Pour la suite de cette enquête de région, nous sommes de retour au cœur de la citadelle de Brouage pour parler de ce cher patrimoine. 500 ans après la construction de ces remparts classés monuments historiques, cet ancien port de commerce du sel est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus beaux villages de France. Mais ici aussi, vous allez le voir, pas facile de trouver de l'argent pour entretenir tout ce patrimoine classé. Bonjour Jean-Marie Petit. Bonjour. Vous êtes le maire de Hyères-Brouage. La commune est propriétaire de ces remparts classés monuments historiques. Concrètement, combien cela vous coûte en entretien? Ah bon, à peu près 60 000 euros à peu près par an. C'est combien sur la part du budget de la commune? Un dixième, parce qu'à peu près on a un budget de 600 000 euros. Comment une petite commune de 600 habitants fait-elle pour entretenir tout ce patrimoine? Elle a été obligée en 1988 de création d'un syndicat mixte entre le département et la commune, ce qui fait que le syndicat amène de l'argent par le biais de l'État, de la DRAC et nous aussi, notre petite participation budgétaire qui est moindre. On a quand même le sentiment que l'État classe des monuments historiques sans donner les moyens aux communes de les entretenir ensuite. Comment vous jugez cette situation? Elle n'est pas facile à vivre dans le sens où même nous, quand on veut faire par exemple, et mes prédécesseurs aussi ont eu le cas, si on veut faire une réhabilitation par exemple de la poste, une salle, etc., obligatoirement on est soumis à l'architecte des bâtiments de France qui nous fait faire des dépenses énormes avec des emprunts énormes qui pénalisent notre budget communal jusqu'en 2035, comme là on a des emprunts très énormes et qu'on ne pourra peut-être pas faire face longtemps, vu la baisse des dotations, comme vous le savez, ça c'est pas une nouveauté. L'État ne donnant plus d'argent, il y aura certainement des choix à faire dans lesquels, et ce qui est dommage, c'est que cette citadelle a été longtemps abandonnée avec le déclin de Brouage, et ce qui fait que là maintenant, avec le syndicat mixte, on a réussi à refaire une grosse partie, alors pas tout, parce que la partie ouest, c'est encore pas faite des remparts, et quand vous savez que pour refaire la partie ouest, il faut entre 2 et 3 millions d'euros. Vous n'aurez jamais. Faire appel au privé. Faire appel au privé. Vous y pensez, par exemple ? Du mécénat, moi j'aimerais bien. Un appel au mécénat, si quelqu'un nous entend, pourquoi pas. Merci Jean-Marie Petit. Notre prochain invité est un riche mécène, Norbert Fradin. Il rachète des châteaux médiévaux
pour les restaurer et en faire profiter le public. Il nous dira pourquoi. Il n'est pas le seul d'ailleurs dans la région. Exemple en Dordogne où nous avons rencontré des amoureux de vieilles pierres, des jeunes, des familles, des élus qui se lancent parfois dans des aventures un peu folles pour restaurer ce patrimoine. Regardez. C'est l'un des plus beaux châteaux du Périgord pourpre. Maintes fois remanié entre le XIIe et le XIXe siècle, il aurait accueilli Henri IV en 1576. Aujourd'hui, il appartient à Jacques Guyot. Tout se passe bien? Et il accueille 65 000 visiteurs par an. On est ouvert de Pâques à la Toussaint. Vous vivez dans le château? Et on habite là complètement, oui. Si le château semble avoir traversé les siècles, la réalité est un peu différente. Quand la famille Guyot le rachète en 2011, il est entièrement délabré, victime de 22 ans d'abandon et de pillage. Cette pièce est intéressante parce que c'était pas du tout comme ça quand je suis arrivé. Le plafond n'existait pas. Tout était plâtré. Et tout ça cloqué, évidemment, avec l'eau qui coulait, etc. Et les murs avaient été recouverts de plâtre et bourrés de graffitis. Après un an de travaux intensifs menés de front par 14 entreprises, Bridoire retrouve sa dignité. Un joyau de plus dans le patrimoine de la famille Guyot, déjà propriétaire de châteaux dans l'Yonne et le Loiret. La première année, dès qu'on a ouvert les portes au mois de juillet, on a eu des journées à 500, 600, 800 personnes et on a fait 45 000 visiteurs la première année. Alors effectivement, ça nous a aidés, mais le pari était quand même très risqué. Si on n'y va pas à la hussarde, on ne fait rien. J'ai la chance d'avoir une épouse qui, comme moi, qui devance les choses. Bon, voilà, quand on entreprend, il faut y aller. Et puis après, on se dit, écoutez, s'il y a des pots cassés, il y aura des pots cassés, mais au moins on a pris le risque. Prendre des risques, c'est aussi la devise d'Étienne Cluzel. À 31 ans, ce jeune restaurateur périgourdin vient de s'offrir une petite folie de plus de 850 000 €. Bienvenue au Paluel. Alors là c'est vraiment le château typique du Périgord, du proche du Sarladé. On est à 7 minutes de Sarlat, qui est sur une petite colline avec des enceintes, des remparts. Vous avez ces 3 tours qui paraissent bien en état, mais vous avez tout l'arrière du bâtiment qui est vraiment fortement dégradé. Incendié par la division d'Asreich quelques jours avant le massacre d'Oradour-sur-Glane, le Paluel n'a jamais été rénové depuis. C'est pour le préserver qu'Étienne l'a racheté aux enchères. Oui. Je ne suis pas complètement le propriétaire. Rien n'est fait et on attend et il peut y avoir rebondissement. Mais venez, on va se mettre là-bas au soleil, vous allez voir, il y a un super beau point de vue sur le château d'un peu plus loin. Clotilde Messignac est adjointe au maire de Saint-Vincent-le-Paluel. L'idée de voir un enfant du pays s'engager dans la rénovation du bâtiment est un soulagement après des décennies d'immobilisme. Nous, en municipalité, même si on ne revoyait pas les tours tout à fait refaites et tout, mais déjà consolidées. Ah oui. Que ça ne s'écroule pas, qu'on garde au moins ce patrimoine-là. Oui. Ça nous ferait de la visite, ça nous ferait connaître notre petit village de Saint-Vincent et que peut-être il y aurait un peu plus de vie. Moi, mon but, c'est de lui remettre vraiment une toiture et d'essayer après de lui ramener un petit peu de vie à l'intérieur. Là, alors, et surtout, et d'ailleurs... Je ne le verrai pas, Étienne, moi, je ne le verrai pas. Je crois mais que si. je le verrai pas. On l'a largement. Étienne Cluzel a remporté les enchères. Mais ses adversaires ont encore quelques jours pour tenter un ultime recours. Si la vente est définitivement conclue, le nouveau propriétaire s'engagera alors dans une opération financière délicate. Tout ce que j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans, à peu près 16 à 31 ans, tous ces biens-là sont mis dans la balance en garantie pour pouvoir contracter un emprunt de cette taille-là. Mon frère, ma sœur et ma maman sont derrière et qui cautionnent aussi. Donc c'est grâce à eux aussi. Là, il y a une partie qui sera faite avec un apport et ils y ont participé. Voilà. Donc j'ai des dettes un peu partout. Ça paraît pas. On a l'impression que que j'ai beaucoup d'immobilier et de grande valeur, mais en réalité, j'ai beaucoup de petites dettes. Des forteresses défensives aux résidences d'apparat. En Périgord, les châteaux sont nombreux, autant que variés. À Saint-Amand-de-Coly, c'est une abbaye fortifiée qui s'élève au-dessus du village. Une église imprenable, propriété de la municipalité.
Monsieur Potard, ça va? Monsieur le maire. Bien. Aujourd'hui, comme chaque mardi, visite de chantier sur l'immense toiture en lauze en cours de restauration. Parce qu'en définitive, le broyage, ça représente... Classée monument historique depuis 1965, la forteresse est rénovée sous la houlette d'un architecte du patrimoine. Là, le gros du travail, c'était tout déposer, tout reprendre la charpente, mettre des sections plus fortes de bois. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas que la charpente appuie sur la coupole. Parce que c'est pas fait pour. Et c'est ce qui était arrivé, c'est que du coup, la charpente s'était affaissée sur la coupole. Et pour comprendre l'importance de ce changement de toiture, direction le balcon défensif, 30 mètres au-dessus de la nef. Vous voyez là sur les élévations, il y a les algues vertes qui se sont développées et qui sont le résultat en grande partie de l'infiltration des eaux dues au désordre de la toiture. La dernière partie de la 5e tranche des travaux consiste à nettoyer l'intérieur de l'église. Des travaux dont le coût est important, mais pour lesquels la collectivité est épaulée. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses préparer le dossier pour cette tranche à venir, en sachant qu'il faut pouvoir ranger les demandes de subvention concernant la DRAC. Il y a un financement à hauteur de 50% de l'État pour les travaux, et ensuite 15 et 15 concernant la région et le département, ce qui laisse à la municipalité un financement de 20%. Donc 20%, ça reste néanmoins important, puisqu'on est sur des montants de travaux qui, hors taxe, avoisinent les 1 million d'euros. L'avantage d'une église, c'est qu'on est aidé. Le problème du particulier, qui a une maison comme ça avec un toit en lauze, lui, il a très peu d'aide. Il y en a beaucoup qui ont des belles toitures comme ça, qui nous disent, quand ils voient le devis arriver, est-ce que je peux mettre un toit en tuiles à la place? Alors que c'est vrai que ça participe de la beauté de nos bourgs. Toujours dans le Périgord noir, nous retrouvons Étienne Cluzel. C'est bon. Allez, juste tu m'aides à la lever là. 1, 2, 3. Le trentenaire qui veut reconstruire le château de Palluel est occupé par un autre chantier. Depuis tout petit, il a pris l'habitude de travailler la pierre et de rénover d'anciens bâtiments avec son père à ses côtés. Attention qu'il glisse pas trop du cul. Et voilà. À deux, on fait le bon duo. Ouais. Moi, j'amène un peu le punch et l'insouciance un peu de la jeunesse. Et lui, il arrive à me raisonner un peu et à me cadrer un peu. Je commande plus, moi. C'est fini, je commande plus. C'est moi qui fais le manœuvre. Et la preuve que l'équipe fonctionne, la voici. Le château du Cireil. En 4 ans de travaux, Étienne l'a entièrement rénové. En 1993, il avait été éventré par une explosion de gaz. Ça va? Bonjour Étienne, ça va? Ça va, monsieur Tardieu? Madame Chadbec, ça va? Aujourd'hui, il a invité ses voisins pour une visite de chantier. C'est ici qu'il y avait le grand trou béant. Le gros travail a été de ce côté. Il y avait même un trou de gaz, une explosion. Le souffle était sorti de l'autre côté de la tour en formant un gros trou rond aussi. On avait une ruine et puis là, vraiment, il a refait exactement pareil. D'ailleurs, on ne se rend pas compte qu'il a sauté. C'est vraiment formidable. On va aller voir à l'intérieur, comme ça je vais vous expliquer. Épaulé par un maçon et par son père, Étienne Cluzel a recréé toute la structure du monument. À partir de maintenant, on va voir la différence entre ce qui a existé et ce qui a été repris. Pierre par pierre, le château du Cireil a été rebâti dans les règles de l'art et le respect d'un savoir-faire ancestral propre au Périgord. Il y a toujours cette tradition un peu de beaux bâtiments dans le Périgord. Donc après, il faut la perpétuer un peu, demander aux voisins, tout ça, aux anciens maçons. Et puis c'est un mimétisme un peu, parce que quand on est né dans ce pays, comme chaque village a 1 ou 2 châteaux, on y est dedans, donc après on copie. Sauver le patrimoine en même temps que les savoir-faire, une transmission pour les générations futures qui est justement à l'œuvre sur la toiture de l'église fortifiée de Saint-Amand-de-Coly. Alors là, ici, cette pierre, il va falloir que tu la coupes ici. Sur la charpente de la forteresse, Jean-Pierre Testu apprend le métier de maître lausier à son fils Audran. Ça commence à rentrer progressivement, ça vient. Voilà. C'est un peu comme une fierté de reprendre le savoir-faire des anciens. C'est vrai que
c'est un très très beau métier. Les pierres-lin sont posées pour un sacré moment. Donc, je pense que maintenant, oui, les générations suivantes, je pense qu'elles auront une trace de ce qu'on a fait maintenant. Ce gros édifice, c'est vraiment le travail d'une vie. C'est à faire au moins une fois. Un travail qui défie le temps. Au rythme d'un demi-mètre carré par jour, le calcaire posé sur ce toit devrait durer plus d'un siècle. Voilà sa place. Qu'elle soit le fait d'une collectivité ou de propriétaires privés, ces sauvegardes s'inscrivent toujours dans une histoire. Ça, c'est un chêne de la forêt de Poncé, dans l'Allier. Un contexte que le propriétaire du château de Bridoire tient pour essentiel dans son processus de rénovation. J'ai reposé des carreaux cassés. On ne tire pas des niveaux au laser, on garde les creux, on garde les passages. C'est très important ça. On est des passeurs et en tant que passeur, si vous voulez, on doit respecter le passage des générations. Vous voyez par exemple, les carreaux sont cassés, pourquoi? Parce que pendant des générations et des générations, ils ont refondu du bois devant la cheminée. Je ne vois pas pourquoi j'irais supprimer ça, c'est stupide. Une exigence qui demande à Jacques Guyot de parcourir la France et les antiquaires à la recherche de pièces authentiques, compatibles avec l'histoire du château. Et j'ai trouvé cette cheminée en noyer, comme les boiseries, et il me restait un bout de boiserie ici, un bout de boiserie là, j'avais exactement la cote. Et la cheminée, pile poil. C'est quand même incroyable. J'ai même soupçonné le brocanteur de l'avoir volé à Bridoire pour me la revendre après, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, Bridoire a retrouvé son allure d'antan. Avec Catherine, son épouse, Jacques Guyot contemple ce travail qu'ils ont accompli ensemble. Oui, c'est le petit vestibule. Voilà, ça c'est la petite salle à manger là. Luttant parfois contre le vent d'une certaine modernité. Les normes environnementales, d'accessibilité, de protection incendie, etc., qui font que des monuments qui ne sont pas du tout conçus pour ce type de nouvelles normes créées pour l'habitat moderne, on ne sait pas comment s'adapter, on ne sait pas comment résister, on ne sait pas comment financer. On passe notre temps à lutter contre des choses au lieu de faire ce qu'on aime et ce pourquoi on est là, c'est-à-dire protéger, sauvegarder, animer, valoriser, partager. Voilà. Et aujourd'hui, si j'ai un message à dire aux responsables administratifs, politiques et autres, je dis laissez-nous en paix, et je pense que tout ira mieux partout. Aux quatre coins du Périgord, les châteaux parsèment le paysage. Derrière chacun d'eux se trouvent des hommes et des femmes engagés dans leur sauvegarde pour que la Dordogne conserve encore longtemps son surnom de pays aux 1000 châteaux. Norbert Fradin, vous aussi, vous êtes passionné d'architecture, d'histoire de l'art. Vous êtes originaire d'ici, de Charente-Maritime, et vous avez fait fortune dans l'immobilier. Depuis près de 20 ans, vous rachetez des châteaux médiévaux pour les restaurer, pour en faire profiter le public ensuite. Combien de châteaux à ce jour dans la région? 5 ou 6. Et d'où vous vient cette passion altruiste? Ce sont souvent des rêves d'enfants qui se réalisent après à l'âge adulte. Et puis, en ce qui concerne les châteaux médiévaux, je dis souvent que ce sont des châteaux orphelins parce qu'ils intéressent peu de monde. Ce ne sont pas des châteaux résidentiels. Enfin, moi, personnellement, je n'y habite pas. Je suis là en accompagnateur. Je laisse à disposition du public, des associations, gratuitement. Le sauvetage de notre patrimoine, selon vous, passe-t-il avant tout, aujourd'hui, par des initiatives privées? C'est pour l'avenir, et même depuis un certain nombre d'années, totalement indispensable. Le privé doit se retrousser les manches pour faire survivre un patrimoine que le monde entier nous envie. Est-ce qu'ils sont suffisamment aidés, accompagnés dans cette démarche, ces privés? Oui, vous avez le ministère de la Culture, par exemple, qui est toujours à proximité des personnes qui tentent de réhabiliter des lieux. Alors, bien sûr, les moyens du ministère de la Culture sont insuffisants, on le sait, on le dit, tout le monde le dit. Souvent, la culture passe après le reste. Ouais. Les personnes, en tout cas, qui sont à la manœuvre, sont aussi des gens passionnés. Et malgré tout, il y a peut-être des choses qu'on pourrait se dispenser de faire et peut-être mettre un petit peu plus d'argent sur la préservation du patrimoine. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a trop de sites classés monuments historiques et que finalement l'État
n'a pas les moyens de ses ambitions. Nous sommes un pays riche en patrimoine, donc quand un bâtiment, un monument est classé monument historique, ça veut dire qu'il y a une raison. C'est avant tout pour protéger, pour éviter aussi que se fasse tout et n'importe quoi. Voilà, il faut aussi quelquefois mettre des barrières, essayer de trouver des bornes à ce que l'on peut faire sur un bâtiment. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, ça ouvre aussi la possibilité d'avoir ponctuellement des subventions et une forme aussi pour certaines personnes de défiscalisation. Donc tout ça est important et utile, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le public soit conscient que le patrimoine, c'est une richesse absolue pour notre pays, mais que le patrimoine, ce n'est pas gratuit, comme la culture, ça coûte. Merci. À la fois gouffre financier et acteur de notre économie, la sauvegarde du patrimoine est une vraie passion française. Le succès chaque année des Journées européennes du patrimoine le démontre. Mais à quel prix doit-on restaurer ce patrimoine? La réponse n'est pas simple. Le tirage du premier loto du patrimoine en septembre sera l'occasion de voir jusqu'où les Français sont prêts à jouer le jeu. Dans le prochain numéro inédit d'Enquête de région, gros plan sur le boom des croisières en Nouvelle-Aquitaine. D'ici là, retrouvez-nous sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis.